était dans la même classe que Diko, Moussa et Malik Antoine. Elle était restée avec Diko au collège quand Moussa et Mokhtar avaient quitté l'établissement en 2007. Et c'est après l'obtention du baccalauréat que Louise s'est retrouvée en France pour les études universitaires. Au collège, elle était la chef du groupe et poussait les autres à se moquer des autres camarades, plus discrets et introvertis. Louise avait un fort caractère, une leader née. Elle n'en faisait pas bon usage, d'autant plus qu'elle utilisait cette force de caractère pour rabaisser les autres et imposer ses lois. Le trait de caractère prédominant chez l'enfant cause souvent des comportements démesurés et inconscients. L'enfant est dépourvu de méchanceté. Il est le reflet de ses parents si on met de côté sa propre personnalité. À travers un enfant, nous découvrons le type de parents et leur âge mental. La bonne nouvelle est que Louise avait grandi et devenue une grande dame, consciente et soucieuse de l'impact de ses faits et gestes chez les personnes qui l'entourent. À l'annonce de la situation que vivait Diko au pays, Louise ressassait dans son esprit les nombreuses fois où Diko se réfugiait dans un coin de la classe ou derrière la cantine de l'école pour se vider. Ce n'était pas la grande amitié entre Diko et Louise et elle s'en voulait. Son expérience au cabinet lui a permis de développer une certaine empathie et de comprendre les différents types de personnalités. Le voleur, le violeur, le manipulateur, le toxicomane, l'assassin, le tueur en série, le pédophile, en réalité ne sont pas des coupables, mais des souffrants. Au cabinet de Louise, ta dextérité a pris des vacances? Demanda Louise au jeune Harvey Specter. Désolé maître. Un proche, ce Malik Antoine? Demanda l'assistant d'un air anxieux et confus. Je viens d'être informé d'une terrible nouvelle. Une ancienne camarade de classe a été arrêtée et l'autre est décédée. J'ignore les circonstances de sa mort, mais je suis à 99% sûr qu'on n'a pas toutes les informations. Moussa ne m'a rien dit. Là, je suis déboussolée. Tiens, occupe-toi s'il te plaît du dossier de Madame Dubois. Il faut que je rentre. Je ne me sens pas bien. Lui se leva. Elle avait un mouchoir sur le visage pour cacher ses larmes et comme si elle voulait s'enfuir, sortit immédiatement et laissa seul Little Mike dans son bureau. Le lendemain, Diko rencontrait son avocat commis d'office. Les questions habituelles lui ont été posées. Elle est revenue dans les moindres détails sur le déroulement des faits. Elle nia, vraisemblablement, l'intention de mettre fin à la vie du défunt. Au cours de leur entretien, Maître 6 signifia à sa cliente que l'enquête a été clôturée grâce à son aveu, ce qui a été déjà rassurant, et allégera normalement la sentence. Nous allons nous pencher dans un premier lieu sur la question de la nature pour écarter l'homicide volontaire. D'après l'autopsie, l'arme qui a servi à tuer la victime a été très bien visée. Mais nous allons tout de même justifier cela par le fait qu'il n'y ait pas eu une deuxième tentative pour l'achever. Il est tombé de lui-même et le ver a transpercé son cœur. C'est bien ça? Oui, répondit timidement Diko avec une voix tremblotante. Maître 6 renchérit. Une instruction judiciaire est toutefois obligatoire dans ce cas de figure, c'est-à-dire que le dossier sera désormais entre les mains d'un juge d'instruction qui sera saisi par le procureur pour une reconstitution des faits. Ça va aller. Si on ne perd pas de temps, le procès pourra se tenir le plus rapidement possible. Pour le moment, tu peux réfléchir sur d'autres détails sur la relation que tu entretenais avec Malik Antoine. Chaque détail compte, ne l'oublie pas. En sortant, Maître 6 croisa une dame qui était en sanglots et réclamait sa fille Diko. « Ma fille n'a pas tué, c'est une innocente. Je veux la voir, j'ai le droit de la voir. Ceci ne peut pas être fortuit. D'ailleurs, yak samadom. L'Okharabi, c'est aussi. Tout ça à cause de Faye. Je ne souhaitais pas que ma fille aille vivre auprès de cette sorcière de Rabi. Elle ne m'aime pas. Comment pourrait-elle supporter ma fille? » Les surveillants pénitentiaires l'immobilisèrent et tentaient de la calmer. Elle était hystérique et était dans tous ses états.
École du petit Souleymane. C'était l'heure de la récréation. Les élèves se ruaient vers la cour de l'école. L'énergie débordante des préadolescents et leur insouciance forçaient le sourire sur le visage de la surveillante de l'école qui les observait silencieusement et avec intérêt. Les uns couraient, les autres qui semblaient les plus matures échangeaient avec le professeur de sciences naturelles, M. Sen. Un autre groupe d'intellos et de geeks se disputait le titre du plus cultivé par une série de questions pour un savant, pour ne pas dire pour un champion. D'autres arrachaient de leurs dents leur goûter fait avec amour par leur maman ou acheté à la cantine. À travers tout ce reluisant décor et cette énergie innocente et positive qui se dégageait, la surveillante s'arrêta sur un jeune garçon qui s'est d'un coup éloigné du groupe pour s'isoler. Il était presque au sol, assis sur une marche, son sac à dos posé sur ses petites jambes pliées sur lesquelles il s'était couché, posant délicatement sa joue droite. Cette attitude interpella Madame la surveillante qui se rapprocha du garçon pour essayer de comprendre pourquoi il ne restait pas jouer avec ses camarades. C'était Souleymane. À toutes les questions, il répondait « ça va ». Il était très avare en paroles ce Souleymane. Il n'était donc pas malade. Mais qu'avait-il donc? La surveillante insistait, mais Souleymane restait finalement muet en se cachant à l'aide de son sac à dos. Elle décida alors de convoquer son grand-père paternel avec qui il vivait, qui lui expliqua la situation dans les deux familles et que le petit Souleymane était peut-être affecté par la situation que ses parents étaient en train de vivre. La surveillante était frappée de stupeur. Elle ne s'attendait pas à entendre une telle nouvelle. Il a quand même fait fi de la détention de Dicko et n'est pas rentré dans les détails. Il avait décidé, sans nul doute, de convoquer le fameux Soutoureux qui représente une valeur culturelle au Sénégal. Le Soutoureux renvoie à la discrétion, aux réserves ou dans d'autres cas à la prospérité et à l'abondance. La surveillante suggéra alors à M. Ndiaye, grand-père paternel de Souleymane, qu'il serait péremptoire qu'il rencontre un psychologue pour enfants pour l'aider à traverser ces moments et surtout éviter que ça puisse impacter son cursus. M. Ndiaye n'était pas emballé par cette idée. Il ne jugea pas nécessaire de faire rencontrer à son neveu un psychologue. Mais pourquoi alors? Peut-être que Soutoureux aura une réponse. Au commissariat central, après 96 heures de garde à vue, Dicko devait comparaître devant le juge d'instruction. Sous mandat de dépôt, Dicko fut déféré et en attente de son jugement devant la présidente de la chambre criminelle et le procureur de la République. Dicko allait faire face au procureur le plus redoutable de la ville, le chevronné procureur Ngom. Difficile de le voir afficher un sourire sur son visage. Très sévère et à cheval sur la loi et les principes de l'impartialité et de la neutralité. Les jours passaient, mais pour Dicko, c'était des secondes qui passaient. 24 heures représentaient pour elle 87 600 heures, d'où une décennie entière. Dicko était passé aux aveux et donc devait s'attendre à un tel revirement. En prison, elle ne cessait de repenser à son enfance, le manque d'empathie des personnes qui l'entouraient, à Mokhtar, son fils Souleymane qu'il n'avait pas vu depuis des semaines, sa badienne Rabi qui était à l'origine de tout ce qui lui arrivait. Elle réfléchissait beaucoup en prison et se remettait aussi en question. Et si elle avait sa part de responsabilité dans ces multiples péripéties? Et si elle était une proie aux yeux des prédateurs et des tracteurs? Ce n'était pas fortuit que tout ceci lui arrivait à elle. Dicko était caché du soleil, mais ses rayons émergeaient dans sa tête, qui était plutôt bien faite. C'est dans l'obscurité qu'elle commençait à voir clair. Oui, Dicko commençait à y voir plus clair. La mauvaise décision aurait été de s'apitoyer sur son sort. Quel mental! Dicko avait certainement besoin de se couper du monde. Qui sait? Procès. Sont présents à l'audience la présidente de la chambre, les deux assesseurs, le procureur Ngom et les avocats. Dans la tribune, parents de Dicko et de Mokhtar
Moussa, arrivé à Dakar dans la semaine qui a suivi l'arrestation de Diko, proches parents, tante Rabi et Awa. Présidente, l'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Diko. Je me nomme Diko Faye, nationalité sénégalaise, âgé de 30 ans, né à Thiès, profession responsable logistique à Dakar. Maître 6, avocat de la défense, 15 ans d'expérience. Maître 6, avocat de la partie civile, 13 ans d'expérience. Ouverture du dossier, puis rappel du déroulement des faits par la présidente de la Chambre et des accusations à l'endroit de Diko. L'interrogatoire. Levez-vous. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez l'ensemble des faits qui vous sont reprochés? Aucun fait, certains faits. Et Diko de répondre. Je voulais me défendre. Je n'avais aucune intention de mettre fin à sa vie. Vous admettez avoir retrouvé la victime dans son propre domicile? Oui, mais j'avais besoin d'une oreille attentive. Personne ne m'aimait. Votre dossier révèle un coup brutal du verre que vous avez sciemment cassé qui a entraîné la mort du défunt Malik Antoine. Qu'il est aussi rentré dans la chambre et a essayé de vous violer sans arme et pourtant vous l'avez tué. Non, il n'avait pas d'arme, mais je me sentais en danger. Diko Faye, comment vous décririez l'ambiance à la maison, l'éducation que vous avez reçue de vos parents, leur comportement envers vous? J'étais souvent corrigée par ma mère quand je faisais des bêtises. J'étais très souvent privée de sortie. J'ai reçu une éducation stricte. Diko Faye, avez-vous des amis? Non, présidente. J'ai un seul ami et c'est Moussa. Nous étions dans la même classe au collège avec Malik Antoine. Bien. Procureur? Sinon, l'avocat de la défense. Maître 6. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le procureur et assesseur, cher public. Ce dossier me tient énormément à cœur, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire sensible et dont nous avons 2 victimes. Oui, Diko Faye est une victime car a été sujet depuis son enfance de violences, d'injures et d'intimidation. Vous l'avez entendu, Madame la Présidente, elle ne sait même pas comment se faire des amis. Vous pensez que cela n'aura pas de répercussions sur son vécu? Objection, dit Maître C. Il n'est pas dans les faits, il extrapole et est très évasif. Demandez-lui d'en venir aux faits. Objection retenue. Venez-en aux faits, Maître 6. Bien, Madame la Présidente, je vais vous prouver que malgré qu'elle ait été à l'origine de la mort de Malik Antoine, Diko s'est tout simplement défendu, et une défense à la hauteur de l'attaque, d'où une pure et simple légitime défense. J'appelle M. Sagna, directeur des ressources humaines de l'entreprise où travaille Diko. Installez-vous, M. Sagna. Que pouvez-vous nous dire de votre subordonné? Diko était parfois sur la défensive. Ses collègues ne parvenaient pas à la cerner à cause de ses sautes d'humeur. Lors des réunions, elle ne s'exprimait quasiment pas. Elle était dans sa petite bulle, mais faisait bien son travail. Un lundi matin, M. Sagna convoque Diko dans son bureau. Le téléphone de Diko sonna et c'était M. Sagna au bout du fil. « Auriez-vous un instant, mademoiselle Faye ?»« Oui, tout de suite » répliqua-t-elle. « Oui, dans mon bureau » dit M. Sagna. « D'accord » dit-elle. Diko posa le téléphone et son cœur commença à battre la chamade. « Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir de si tôt ?» se demanda-t-elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers le bureau de M. Sagna. Elle toqua à la porte et entra. Elle s'assit. M. Sagna l'observa un moment et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Faye ?»« Moi? Pourquoi une telle question? Non, je vais très bien, M. Sagna. Pourquoi ?» Il ajouta « On ne répond pas une question par une question, mademoiselle Faye. » Il la fixa à nouveau comme s'il voulait transpercer son regard et reformule sa question. « Avez-vous un problème ?» Elle nia et affirma que tout allait bien. M. Sagna décida alors d'être factuel en lui exposant son comportement avec ses collègues, son côté limite lunatique, sa personnalité ambiguë et très difficile à cerner, sans porter de jugement. Il retraça d'un trait quelques incidents qui avaient eu lieu au sein de son département. Diko éclata en sanglots.
Il la consola et lui offrit un verre d'eau, puis lui tendit un mouchoir. Puis ajouta: « Je vous écoute, mademoiselle Faye. » Diko, alors, partagea son enfance et toutes les péripéties par lesquelles elle est passée, les séries de violences verbales, psychologiques, les trahisons. On pouvait lire sur le visage de M. Sagna de la compassion et de l'amertume. Cette discussion lui a permis de comprendre beaucoup de choses sur elle. Retour au tribunal. Maître 6. Merci, M. Sagna. D'après vous, Diko aurait alors subi un traumatisme. Quelle relation avait-elle avec ses collègues? À part ses sautes d'humeur, elle était très serviable et était toujours prête à prêter main forte. Elle est intelligente et très généreuse. Pensez-vous qu'elle puisse être capable de commettre un crime? Je ne le pense pas. Maître 6, à son tour. Merci, M. Sagna, pour votre témoignage à titre de renseignement. J'en ai fini avec le témoin. La présidente s'adressant à l'avocat de la partie civile. Des questions pour le témoin? Maître 6. Vous avez tout de suite dit qu'elle était très souvent sur la défensive. Elle avait des sautes d'humeur. Madame la présidente, l'accusée a aussi révélé qu'elle n'avait pas d'amis. Mais c'est une sociopathe, cette fille. Elle a tué de sang-froid. Elle cache bien son jeu. La victime, Malik-Antoine Gomis, ne l'a pas violée. Il y a certes eu des tentatives, mais n'a jamais eu des relations non consenties avec Diko. Et aucune preuve fondée ne confirme les attouchements qu'il lui faisait. Monsieur Sagna, Diko a-t-elle une fois fait preuve de violence au sein de l'entreprise? Elle a une fois eu une altercation avec un collègue, mais elle ne ripostait jamais. Elle s'absentait même après des disputes pour éviter toute confrontation. Maître 6. Madame la présidente, cela prouve tout simplement que c'est une folle. Elle a jeté son dévolu sur le pauvre Malik-Antoine. Qui? Objection présidente. Objection retenue. Maître C n'a pas à juger ma cliente. Il n'a nullement le droit de la traiter de folle. Il fait fausse route. Présidente. Évitez les jugements et concentrez-vous sur les éléments du dossier. Entendu, Madame la présidente. Je n'ai plus de questions pour M. Sagna. Mais il faut retenir que le défunt a été sauvagement tué. Un jeune qui a fait le choix d'aider son prochain en se spécialisant en médecine. Oui, il était un digne médecin qui a sauvé la vie de beaucoup de patients dans le village où il servait. Je vous demande, de grâce, d'appliquer la perpétuité à Diko Faye pour homicide volontaire. Plus rien à ajouter. Maître 6. J'aimerais appeler mon deuxième témoin, Moussa Thiam à la barre, camarade de classe et ami de Diko. Le jour du crime, vous êtes la dernière personne avec qui Diko s'est entretenu. Étiez-vous au courant de ce qu'elle vivait? Moussa Thiam. Non, elle ne m'avait jamais rien dit. Je ne savais pas qu'elle vivait tout ça, même si j'avais remarqué que notre défunt ami avait un comportement bizarre avec Diko. Quel genre de comportement? Il la fixait tout le temps du regard et il paraît qu'il prenait ma place quand je m'absentais. Pensez-vous qu'il était amoureux d'elle? Oui, je le pensais. Ok. Elle avait fugué et était chez Malik-Antoine parce que sa tante Rabi l'avait marabouté. C'est bien cela? Oui. Ça, elle me l'avait dit, mais je lui avais conseillé de dormir et de rentrer chez elle dès le lendemain pour ne pas envenimer la situation. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est la police qui m'a prévenu. Maître 6. Dans sa déclaration, Diko dit que vous étiez très protecteur, vous étiez toujours là pour la défendre. Au fil des années, avait-elle changé de comportement ou elle était restée douce et pacifique? Non, rien n'a changé. Diko n'a jamais aimé les problèmes. Elle était aussi très digne. Une fois, elle avait même refusé que je lui paye son goûter. Mais j'avais compris qu'elle n'avait pas d'argent, mais elle a préféré garder sa dignité et se payer un biscuit avec la pièce de 100 francs qu'elle avait. Maître 6. Je vous remercie, Monsieur Thiam, c'est tout. Madame la présidente, vous avez vous-même entendu que Diko est tout sauf une personne violente. Vous avez devant vous une fille calme, innocente qui a reçu une très bonne éducation basée sur nos valeurs et nos croyances. Je vous demande de la libérer purement et simplement. Je n'ai plus rien à dire. Présidente de la Chambre. Silence dans la salle. L'avocat de la partie civile, avez-vous des questions? Maître C. Merci, Madame la Présidente. Étiez-vous au courant que Diko a eu un enfant hors mariage, une vagabonde bipolaire, sociopathe et iconoclaste que Maître 6 ose appeler innocente? En classe de terminale, elle s'est fait enceinter par un jeune homme qui répond au nom de Mokhtar Ndiaye. Ce même Mokhtar
a été victime récemment d'un grave accident sur l'autoroute. Il est actuellement en convalescence, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté. Et figurez-vous qui a porté secours à Mokhtar? Eh bien, le défunt Malik Antoine qui était dans les parages a eu la générosité d'apporter de l'aide aux victimes de ce terrible accident. Lui que vous appelez violeur était celui qui sauvait des vies et n'hésitait pas à aider son prochain en difficulté. Et encore, pour une famille adepte de maraboutage, de ndiabar, de magie noire, qu'est-ce qui nous dit que Diko n'a pas jeté un sort à Mokhtar tout simplement pour lui ôter la vie parce qu'apparemment il s'est joué de ses sentiments? Foutaise. Contrôlez votre langage, maître, cria la présidente. Maître Si, je retire, madame la présidente. Comprenez que cette fille Diko Faye a commis un crime. Elle n'est pas ce qu'elle incarne. Elle essaie tout simplement de se venger du monde. Et Malik Antoine en a subi les conséquences. Il serait dangereux de la laisser continuer à errer dans la société. Elle mérite la prison à vie. Mon témoin, M. Ning, collègue et ami proche de Malik Antoine, devait se présenter mais a été retenu par le travail. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le procureur, chers assesseurs. Le verdict. La Chambre, statuant en matière de crime et en premier ressort, déclare l'accusé Diko Faye coupable d'homicide sur la personne de Malik Antoine. La condamne à une peine de 20 ans de travaux forcés. Reçoit la constitution de la partie civile, Madame Gomis, lui alloue pour toute cause de préjudice confondue la somme de 50 millions. L'accusé, Diko Faye, a un délai de 5 jours pour interjeter appel. Pour quelqu'un qui ne s'exprimait pas et taisait ses ressentis, Diko poussa un cri assourdissant qui résonnait encore dans la salle d'audience. Elle se jeta sur le sol. Son avocat était déçu de la décision du juge. Quel triste sort pour Diko. Les cris, la douleur et la déception pouvaient se lire sur les uns. Sur les autres, c'était un soulagement sans plus, car cette peine ne pouvait pas faire revenir leur bien-aimé fils, Malik Antoine. Hélas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moussa était inconsolable. Il essaya d'aller vers Diko, mais les policiers se sont mis en travers de son chemin. Père, mère, frères et proches étaient submergés par la douleur et la tristesse. L'ambiance était chaotique. Même les chaises n'étaient plus à leur place. Tante Rabi avait l'air de se sentir coupable. Elle avait même versé des larmes. Peut-être avait-elle regretté son acte satanique. Diko fut conduit par les policiers hors de la salle d'audience. Son avocat était déjà dans une perspective d'une voie de recours auprès du greffe par déclaration. Qu'en sera-t-il de l'appel? Quelques jours après, Louise avait contacté Moussa pour s'enquérir du verdict qui a été prononcé. Elle n'était pas très surprise. Louise s'en doutait pour avoir eu écho du manque de rigueur de l'avocat Maître 6 qui lui a été commis d'office. Moussa était d'un soutien infaillible à Diko. Il faisait tout son possible pour la faire sortir d'affaire. Un mois après le verdict, Moussa était rentré en France et était passé voir Louise au cabinet. Little Mike, le surdoué et assistant de Louise qui se trouvait à côté, enregistrait tout ce qui se disait. Moussa et Louise discutaient de l'affaire de Diko tout en se rappelant leur passé d'adolescent à Thiès. Moussa sollicitait l'aide de Louise sur cette affaire. Il était inconcevable pour lui que Diko reste en prison pendant toutes ces années après tout ce que Malik Antoine lui a fait subir. Je ne pouvais jamais imaginer un tel acte venant de Malik Antoine. Diko vivait tout ça alors? Mince, dit Louise d'un air abattu, posant son coude sur le bureau et sa main pliée sous son menton. Little Mike se leva brusquement de son siège. Il avait repris les recherches sur ce dossier et ce fameux Malik Antoine. Quelques jours plus tard, précisément un mardi à 10 h, Little Mike se présenta dans le bureau de sa chef, Louise, et avec un ton bien loin d'être plaisantin, « Je veux récupérer le dossier de Diko. Je rentre au Sénégal. » Louise n'en croyait pas ses oreilles. « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas plaider un aussi lourd dossier. Tu n'as pas l'expérience. » Et Little Mike de répondre. « N'est-ce pas qu'ils ont interjeté appel? J'ai le temps. » « Mais pourquoi ?» enchaîna Louise. «
Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi un tel sacrifice? Tu veux tout plaquer pour rentrer au Sénégal? Tu es devenu très bizarre depuis que tu es au courant de cette affaire. Tu manques même de concentration. Little Mike lui dit avec un ton sec, mélangé d'empathie et de haine, « Ce dossier est le mien. Maître, je vais gagner ce procès. Crois-moi, ceci pour vous. » Bref, en tout cas, ça sera mon entrée sur les scènes d'audience dans mon pays natal. Venger qui, Mike? J'ai un appel, il faut que j'y aille. Little Mike lui montra le dos et Louise murmura, « Il est bizarre, lui. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui lui prend? En plus, il parle de vengeance. » Louise appela de suite Moussa. « Tu sais quoi? Mon assistant est devenu complètement fou. Il dit vouloir prendre le dossier de Dicko en main. Il est très bon, mais trop jeune pour ce genre de dossier. Tu t'imagines? Il ne maîtrise même pas la loi sénégalaise. Mais c'est une très bonne nouvelle, dit Moussa. En tout cas, je ne le laisserai pas seul dans cette affaire. Si telle est sa décision, je le rejoindrai après avoir bouclé le dossier de Madame Dubois. Dicko n'était pas mon ami, mais je compte l'aider dans cette affaire. Sacré Mike, trop obstiné ce garçon. 2 ans plus tard, à l'aéroport de Diass, Moussa décide de rentrer au Sénégal. Il venait souvent voir Dicko et sa famille, puis repartait. Louise avait retrouvé Little Mike 3 mois après son arrivée au Sénégal. Dicko était toujours en prison. La mise en état de l'appel et l'audience tardaient. Little Mike assistait l'avocat de Dicko, Maître 6. Il devait obligatoirement rassembler les preuves pour disculper Dicko. Little Mike allait souvent voir Dicko en cellule, ainsi que la famille de Dicko. Il avait aussi rencontré Tante Rabi à Dakar, qui lui avoua son désir ardent de nuire à sa nièce Dicko, mais qu'après le verdict, elle s'était rendue chez le marabout pour tout annuler, et qu'elle regrettait sincèrement son acte. Little Mike était pointilleux dans sa recherche. Il ne laissait aucun détail. Pour lui, chaque détail comptait. Il s'était rendu à l'école que fréquentait Dicko en 2006 et avait échangé avec quelques de ses camarades de classe qui étaient toujours dans la région. Et bien sûr, Mokhtar qui s'était bien rétabli et marchait désormais avec un prothèse. Son handicap n'était plus trop visible. Awa, fille de Tante Rabi et cousine de Dicko, avec qui elle vivait à Dakar, cherchait elle-même à rencontrer le surdoué qui commençait déjà à se faire un nom dans la région. Pourquoi était-elle allée vers lui? Avait-elle quelque chose à lui révéler? Nous sommes au jour du procès. Quel sera le verdict? Dicko risque-t-elle de purger sa peine? 2 années se sont écoulées quand Dicko se présenta enfin devant la présidente de la Chambre et l'indomptable et redoutable procureur Ngom de la ville de Thiès. Dicko n'avait pas son uniforme pénitentiaire. Elle portait un pantalon blanc avec des motifs gris, une chemise blanche et un foulard blanc sur sa tête. C'était sa couleur fétiche, une couleur qui matchait bien avec son caractère inoffensif et sa pureté d'esprit. Son visage criait l'innocence. À cet instant précis, aucune émotion n'était visible. Dicko semblait différent, non pas par l'aspect physique, mais de par son aura. Elle dégageait une certaine assurance avec une once de sobriété. Et l'audience criminelle fut ouverte. Veuillez vous asseoir. Dicko est appelé à la barre. Il y avait dans la tribune du public les parents de Dicko, M. Sagna, l'actuel directeur du collège qu'elle avait fréquenté, Tante Rabi, Awa, Louise, Moussa, Mokhtar et ses parents. Le paysan était aussi de la partie et d'autres spectateurs. Souleymane, le fils de Mokhtar et de Dicko, allait avoir 12 ans cette année. Madame Gomis, mère de Malik Antoine, représentait la partie civile. Quelques membres de sa famille étaient aussi présents. Comme à l'accoutumée, le greffier revient sur les chefs d'accusation et objets de la détention. Les 2 avocats de Dicko, dont Maître 6 et Little Mike, de même que l'avocat de la partie civile, faisaient face à la présidente, le procureur, les assesseurs et le greffier. Maître 6 entama sa plaidoirie après avoir salué l'assistance. Il fallait, en s'appuyant sur les preuves dont il disposait, écarter l'homicide volontaire. La voix de Maître 6 faisait trembler la salle. C'était loin d'être un monologue, car Maître 6
avocat de la partie civile, arrivait à l'interrompre et installer le doute de par la pertinence de ses objections. Cette fois-ci, le collègue de Malik Antoine devait témoigner à la barre. Il n'avait auparavant jamais eu écho de tels faits. Ils étaient très proches et selon lui, Malik Antoine avait un grand cœur. Son collègue et la sœur de Malik Antoine ont rendu leur témoignage. La salle était émue. La sœur de Malik Antoine était revenue sur la façon dont son frère s'occupait d'elle après le décès de leur père. Leur maman qui s'absentait tout le temps et Malik Antoine qui était toujours présent pour elle. Pendant ce temps, Little Mike tordait le mouchoir qu'il tenait entre ses mains, comme pour se retenir. Il semblait très agité et serein à la fois. Il gérait incroyablement bien ses émotions, ce sacré Mike. Autour du témoignage du paysan, toujours en faveur de la partie civile. Que savez-vous du défunt? Le connaissez-vous? Était-il aimable? Lui posa la présidente. Le paysan confirma les dires de la sœur de Malik Antoine. Il n'hésitait pas à lui tenir son bouc quand il revenait des champs avec du bois, parfois, ou des sacs de légumes. Il était toujours correct. Et c'était la toute première fois qu'il voyait Dicko. Le paysan ajouta « Je l'ai vu une fois s'énerver et c'est quand j'avais décidé de lui poser la question, à savoir pourquoi avait-il tout le temps cette manie d'ouvrir son porte-monnaie et le poser sur sa poitrine lorsqu'il se promenait dans le village. Il m'avait crié dessus et m'accusa même d'indiscret et de curieux. Un jour, j'avais pu de loin remarquer la photo d'un jeune garçon dans ce porte-monnaie. C'est tout ce qui pouvait changer ses humeurs. Il doit beaucoup l'aimer. Little Mike cria fort dans la salle en l'interrompant. « Vous mentez !» Maître 6 et Maître C se tournèrent automatiquement et regardaient bizarrement Little Mike, qui se rassit sagement après le coup de marteau de la présidente. « Attendez votre tour, maître. »« Excusez-moi, madame la présidente. » Le paysan avait alors rejoint sa place dans la tribune du public. Little Mike se leva puis enchaîna après salutation. « Ma venue au Sénégal est animée par une seule raison. Prouver l'innocence de cette innocente Dicko Faye. Vous la voyez? À quoi vous pensez quand vous la regardez? Cette pureté, un ange dans la gueule d'un monstre. Loup est encore bien minime et ne saurait qualifier cet ignoble. Mesurez votre langage, dit Madame la Présidente. Bien mesuré, Madame. J'ai entre mes mains des preuves palpables et j'en suis moi-même une, la preuve vivante. Mais nous allons réserver le meilleur pour la fin. D'abord une, pour vous prouver que ce jeune homme était vicieux et malade. Tenez, c'est une photo de classe de Dicko en 6e. Regardez à côté, c'est Malik Antoine. Voyez-vous le regard qu'il lui lance? Ses yeux ne regardent pas l'objectif, mais sont dirigés vers Dicko, comme pour apprivoiser sa proie. Bien, Madame la Présidente, ceci est une lettre écrite par Dicko le jour où la terre a sauté de joie avec un « Bye bye monster ». Une lettre qu'elle a glissée sous la porte d'entrée de ses parents. Dicko revient entre 6h et 7h sans éveiller de soupçon, glissa une lettre sous la porte. En nettoyant la cour avant, la ménagère est tombée sur la lettre qu'elle essaya d'ouvrir, puis la posa sur la table du salon. Souleymane était resté chez ses grands-parents maternels cette période. La veille, son grand-père lui avait demandé de prendre l'enveloppe blanche qu'il allait poser sur la table à remettre à leur directeur, un consentement parental pour une sortie pédagogique. Souleymane avait alors pris la lettre écrite par sa mère pour la remettre à son directeur au lieu de prendre l'autre enveloppe jaune sur la table. Son grand-père avait bien précisé une enveloppe blanche, mais il avait finalement trouvé une enveloppe jaune. La lettre. « Bonjour papa, pardonne-moi, je pense que vous ne me reverrez peut-être plus jamais. J'ai commis une grave erreur. J'ai tué quelqu'un et je compte fuir. J'ai fui de cette maison car depuis mon enfance, vous m'avez fait croire que vous m'aimiez alors que non. Vous m'avez poussé dans la gueule du loup en ne m'apprenant rien à la vie. J'ai toujours vu la vie en rose. Aujourd'hui,
Papa, je vais te dire tout ce que j'ai vécu sans vous. Celui que j'ai tué a tenté à plusieurs reprises de me violer en 6e. Il a essayé d'ouvrir ma braquette en plein cours. On s'est moqué de moi. On m'a violentée. On m'a fait croire que je ne valais rien. Et j'y ai cru. On m'a menti en me regardant dans les yeux. Oui, Mokhtar a profité de mon innocence et de ma naïveté pour abuser de moi. Et la cerise sur le gâteau. Tante Rabi, oui, ta sœur, papa, ma badienne me maraboutait pendant des années pour gâcher ma vie. Je l'ai entendu ce matin parler au téléphone avec son féticheur. À cause d'elle, j'ai tué. Mais je ne suis pas coupable, papa, crois-moi. Je suis innocente comme vous l'avez toujours voulu. Oui, j'ai mis fin à la vie de Malik Antoine, mais je ne l'ai pas tué. Adieu, papa. Objection, Madame la Présidente. Nous n'avons aucune preuve que c'est Dicko qui a écrit cette lettre. Avez-vous des preuves que c'est bien les écrits de Dicko? Demanda-t-elle. Madame la Présidente, un instant. Little Mike s'éloigna, prit une chemise, l'ouvra et se dirigea vers la Présidente. Regardez. Comparaison avec un ancien devoir de français de Dicko. Les écritures étaient identiques. Little Mike enchaîna. Mais qui aurait pu être au courant de tout ceci à part la concernée, Madame la Présidente? Permettez-moi de vous montrer cette vidéo enregistrée dans la salle de classe en 2006. Avec la collaboration de l'actuel directeur, nous avons pu retrouver quelques enregistrements. Un professeur stagiaire était de passage dans leur classe cette semaine. Les cours ont été donc filmés. Vous voyez Malik Antoine, il est là. Zoomez. Encore. Vous voyez comment il se rapproche d'elle. Regardez la réaction de Dicko. Parfait. Maintenant, j'appelle à la barre Olivia Gomez. Lorsque Madame Gomis, maman de Malik Antoine, entendit ce nom, elle sursauta de sa chaise et écarquilla les yeux. Qui est-elle? Demanda la présidente. Une connaissance du défunt, répondit Little Mike. Je vous prie de l'écouter et votre jugement sera enfin clair. Madame Gomez avançait doucement en traversant la salle, perchée sur ses hauts talons et sa robe qui moulait bien son corps. C'était une métisse, capverdienne, sénégalaise. Little Mike enchaîne. Que pouvez-vous nous dire de la victime? Connaissez-vous une victime de Malik Antoine? Une victime d'abus sexuels, par exemple? Moi, répondit Madame Gomez. Et elle entama son storytelling. Et quand elle avait fini, Little Mike reprit. Eh oui, en effet, c'est bizarre et gênant d'entendre sa mère tenir de tels propos. La personne qui se tient devant vous répond au nom de Rémi Gomez. Oui, j'ai le nom de ma mère car ce Malik Antoine n'était pas fichu de reconnaître son fils. Oui, je suis le fils de Malik Antoine qu'il a tout bonnement choisi d'abandonner. Et aujourd'hui, je veux que justice soit faite. L'enquête des experts a révélé une possibilité de légitime défense. Malik Antoine allait la tuer car détenait un couteau qu'il avait l'intention d'utiliser. Madame la Présidente, je demande dès lors une levée de peine pour Dicko et l'abandon de la somme de 50 millions à allouer à la partie civile. Vous avez devant vous une souffrante et non une coupable. 3 victimes se tiennent devant vous, Madame la Présidente. Il est certes facultatif de juger une personne en fonction de sa personnalité, mais je vous en conjure, pénétrez ses yeux et jugez-la en fonction de ce que vous voyez. Je suis sûre que vous verrez la même chose que nous tous dans la salle. J'en ai fini. Little Mike venait de clouer le bec à Maître C, avocat de la partie civile. Ils étaient tous stupéfaits. Le visage des parents de Dicko, Tante Rabi, Awa et Moussa se déliait. Louise n'en croyait pas ses oreilles. Elle comprenait la réaction subite de Little Mike et pourquoi ce dossier lui tenait tant à cœur. Elle était fière, mais ressentait aussi de la peine pour lui. Maître Sis était fier de ce jeune avocat pointilleux, avec un charisme fou et d'une éloquence sans pareil. Un quart d'heure plus tard, le verdict. Dicko Faye, veuillez vous rapprocher.
Vous êtes accusé du meurtre de Malik Antoine. Les témoignages rendus confirment une instabilité mentale. Si le jugement était rendu en fonction de votre personnalité, vous ne vous tiendrez pas devant moi aujourd'hui, n'est-ce pas? En dépit de ce paramètre de jugement, des preuves irréfutables ont été livrées par Maître Mike. Et sans faire fi de tout cela, considérons bien évidemment qu'il y a eu mort d'homme, et vous en êtes l'auteur. Tout compte fait, la chambre criminelle statue en matière en dernier ressort appuie la légitime défense contre feu Malik Antoine et déclare l'accusé Dicko Faye innocente d'homicide et l'annulation de la somme de 50 millions à allouer à la partie civile. Dicko était libre. Les avocats se sont félicités mutuellement. Louise et Moussa se sont approchés de Dicko avec un regard attendrissant. Moussa réussit même avant les parents de Dicko à l'éteindre et lui souffler tout doucement dans son oreille, avec ses yeux mouillés. « Je t'aime, Dicko. » Et ils pleurèrent ensemble. Un grand sourire se dessinait sur le visage de Louise, qui tenait la main de Little Mike, qui venait de venger sa mère. Maître Sis était aux anges. Tante Rabi se rapprocha de Dicko et lui demanda pardon. Dicko l'enlaça dans ses bras, et toute la famille, parents de Mokhtar, Awa la cousine de Dicko, le directeur de l'école, toutes les connaissances avaient formé un cercle autour d'elle. Un pur bonheur. Dicko ressentait une joie immense. De l'autre côté, la famille de Malik Antoine était dévastée et déçue. Dicko, elle, n'avait plus de menottes. 6 mois plus tard, Dicko et Moussa s'étaient installés à Dakar et sont devenus mari et femme. Louise et Little Mike étaient les témoins de leur union. Dicko et Louise étaient devenus super proches et étaient même les meilleurs amis du monde. La prison avait changé Dicko. Elle était devenue plus mature et réfléchie. Mokhtar avait repris goût à la vie et faisait son bonhomme de chemin. Mercredi matin, au collège catholique de Thiès, Souleymane, le fils de Dicko, et Mokhtar, qui vivait toujours chez ses grands-parents, est assis à côté d'une fille qui s'appelle Sophie. Il se rapproche bizarrement de sa camarade et lui lance un regard plutôt cynique.